Au cœur de Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, la ville qui ne dort jamais. Il existe une cicatrice. Une blessure de 32 kilomètres de long, cachée des regards, ignorée par les millions de vies qui s'agitent autour d'elle. Ce n'est pas une rue ni un boulevard. C'est un fantôme de fer et de pierre, un chemin de fer qui a perdu sa raison d'être. On l'appelle la petite ceinture. Et aujourd'hui, nous allons écouter son histoire. Car chaque rail rouillé, chaque tunnel obscur, chaque station envahie par le lierre est un écho de l'oubli. Pour comprendre la naissance de ce serpent de fer, il faut remonter le temps, bien avant la vapeur, à une époque où Paris était avant tout une forteresse. Une cité définie non pas par ses limites administratives, mais par les murs qui l'enserraient. Depuis le Moyen Âge, Paris vivait dans une culture de la muraille. L'enceinte de Philippe Auguste, puis celle de Charles V, et enfin celle des fermiers généraux, n'étaient pas que des protections. Elles étaient des frontières physiques et fiscales, séparant la ville de la campagne, le citadin du paysan, le taxé du non-taxé. Au milieu du XIXe siècle, la dernière de ces grandes murailles est érigée, l'enceinte de Thiers. Commandée par Adolphe Thiers dans les années 1840, elle est un monstre militaire. 33 km de long, 94 bastions, 17 portes, des fossés et surtout une large bande de terre non constructible à ses pieds, la zone. Cette zone, large de 250 mètres, était une terre de non-droit, un no man's land boueux où s'entassaient les plus misérables, les chiffonniers, les gitans, dans des cabanes de fortune. C'est dans ce décor de pauvreté, à l'ombre de ces fortifications massives, que l'idée d'une voie ferrée circulaire a germé. L'idée n'était pas seulement commerciale, elle était avant tout stratégique. Les stratèges militaires de l'époque, hantés par le souvenir des sièges passés, imaginaient un chemin de fer capable de ravitailler rapidement les bastions et de déplacer des troupes d'un bout à l'autre de la ligne de défense. La petite ceinture fut donc d'abord pensée comme une artère de guerre. Mais la guerre qui menaçait Paris dans les années 1850 n'était pas seulement militaire. C'était une guerre économique. La révolution industrielle battait son plein en Angleterre et en Allemagne, et la France ne voulait pas être laissée pour compte. Paris était le cœur de cette ambition, mais un cœur qui commençait à souffrir de thrombose. Imaginez la scène, les grandes gares, ces nouvelles cathédrales du progrès, poussaient comme des champignons. La gare du Nord, inaugurée en 1846, crachait les marchandises venues de Belgique et d'Angleterre. La gare de l'Est ramenait le charbon de Lorraine. La gare de Lyon, les vins de Bourgogne. Mais ces gares étaient des culs-de-sac. Elles ne communiquaient pas entre elles. Un industriel qui avait besoin de charbon lorrain pour son usine de Javel dans le sud-ouest de Paris devait le faire décharger à la gare de l'Est, le charger sur des charrettes tirées par des chevaux, lui faire traverser un Paris aux rues étroites et déjà congestionnées pour enfin le livrer. C'était un cauchemar logistique, un système archaïque qui paralysait l'économie. Le coût du transport à l'intérieur de Paris était parfois plus élevé que le coût du transport sur des centaines de kilomètres en train. C'est dans ce contexte qu'émergent deux figures clés, deux rivaux qui vont façonner le capitalisme français, les frères Pereire, Émile et Isaac. Banquiers, financiers, politiciens, ces deux hommes étaient des visionnaires du chemin de fer. Ils avaient fondé la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain et surtout le Crédit Mobilier, une banque d'investissement audacieuse qui finançait les projets les plus ambitieux. Face à eux, le baron James de Rothschild, incarnation d'une finance plus traditionnelle mais tout aussi puissante.
Les Pereire comprirent avant tout le monde que le futur de Paris passait par l'interconnexion de ces gares. Ils se sont battus bec et ongles pour obtenir la concession de cette future ligne de ceinture. Leur projet était simple et génial, créer une société unique qui rassemblerait toutes les grandes compagnies ferroviaires pour financer et exploiter cette ligne vitale. Ils ont fait du lobbying auprès de l'empereur Napoléon III, qui, fasciné par la modernité et soucieux de la grandeur de la France, fut rapidement convaincu. Le 10 décembre 1851, un décret impérial accorde la concession. Le projet est officiellement déclaré d'utilité publique. La petite ceinture n'est plus une idée, c'est une entreprise colossale qui se met en marche. La construction fut une épopée humaine, un drame social qui s'est joué dans la boue et la sueur des faubourgs parisiens. Des dizaines de milliers d'hommes furent recrutés. Beaucoup étaient des paysans que la misère avait chassés de leurs terres, comme les Creusois, réputés pour leur force et leur endurance. Ils arrivaient à Paris sans rien et trouvaient sur ces chantiers un travail éreintant mais salvateur. Leurs conditions de vie étaient effroyables. Ils dormaient dans des baraquements insalubres, mangeaient une nourriture frugale et travaillaient plus de 12 heures par jour pour un salaire de misère. Les accidents étaient quotidiens. Éboulements dans les tunnels, chutes depuis les viaducs, écrasements par des blocs de pierre. La sécurité au travail était un concept inexistant. Mais malgré tout, ils ont creusé, à la force des bras, à la pioche, à la pelle et à la dynamite, ils ont entaillé le paysage parisien. Le chantier était un défi technique permanent. La topographie de Paris est loin d'être plate. Il a fallu percer des collines, comme à Belleville et à Charonne, où fut creusé un tunnel de plus de 1300 mètres dans un sol instable. Il a fallu construire des tranchées monumentales, de véritables canyons de pierre, comme celle du parc Montsouris, dont les murs vertigineux témoignent encore aujourd'hui de l'ampleur des travaux. Et surtout, il a fallu construire des ponts et des viaducs pour franchir les rues, les canaux et la Seine elle-même. Le plus spectaculaire de ces ouvrages d'art est sans conteste le viaduc d'Auteuil, ou pont du jour. Conçu par l'ingénieur Bassompierre Severin, c'était une structure métallique à 2 étages. En bas, la circulation des voitures et des piétons. En haut, les trains. Une merveille d'ingénierie célébrée à l'époque, mais qui sera malheureusement détruite dans les années 1960 pour faire place au boulevard périphérique. Chaque section de la ligne avait ses propres défis. Dans le 19e arrondissement, il a fallu passer sous le parc des Buttes-Chaumont, une ancienne carrière de gypse truffée de galeries menaçant de s'effondrer à tout moment. Les ingénieurs ont dû faire preuve d'une ingéniosité incroyable pour consolider le terrain. En 1867, après 15 ans de labeur acharné, la boucle est enfin bouclée. 32 km de double voie encerclent désormais la capitale. Le serpent de fer est né, prêt à mordre la poussière du progrès et à changer à jamais le métabolisme de Paris. D'abord conçue comme une artère logistique et militaire, la petite ceinture ne tarda pas à révéler sa véritable vocation, celle de devenir un lien social, le premier véritable transport en commun de masse pour des millions de Parisiens. Le 14 juillet 1862, le service voyageurs est inauguré sur une première section, avant d'être étendu à toute la boucle. Le succès est immédiat, foudroyant, dépassant toutes les attentes. Pour l'ouvrier des faubourgs de Belleville ou de Ménilmontant, qui travaillait dans les usines chimiques de Javel ou les tanneries du quartier de la Glacière, la petite ceinture est une libération. Fini les longues marches à pied, épuisantes, avant même de commencer la journée de labeur. Pour quelques centimes,
le train le dépose près de son lieu de travail. Le dimanche, c'est une autre révolution. La ligne devient le chemin des loisirs. Les familles parisiennes, entassées dans des appartements sombres et exigus, découvrent les joies des sorties à la campagne. On prend le train pour aller pique-niquer au bois de Boulogne, accessible depuis la gare d'Auteuil, ou pour canoter sur les bords de Marne, via la correspondance à la gare de l'Est. La petite ceinture tisse une nouvelle géographie du temps libre et du plaisir. Pour accueillir ce flot de passagers, 29 gares sont édifiées. Loin d'être de simples abris standardisés, elles forment une collection architecturale fascinante, reflétant le statut et l'âme de chaque quartier. Dans les arrondissements bourgeois de l'Ouest parisien, comme le 16e, les gares sont de véritables petits châteaux. La gare de l'avenue Henri Martin, ou celle de l'avenue du Bois de Boulogne, aujourd'hui avenue Foch, sont des édifices cossus en pierre de taille, avec des salles d'attente confortables et des marquises élégantes, conçues pour une clientèle aisée. À l'inverse, dans les quartiers populaires de l'Est, les gares sont plus fonctionnelles, construites en briques rouges, comme la gare de Charonne ou celle de la rue d'Avron. Elles sont robustes, sans fioritures, à l'image de la population laborieuse qu'elles desservent. Chaque gare devient un microcosme, un cœur de village. Autour d'elle, la vie s'organise. Des cafés, des restaurants, des petits commerces ouvrent leurs portes. La gare n'est plus seulement un lieu de passage, c'est un point de rendez-vous, un lieu de vie où l'on vient chercher son journal, boire un café avant de partir au travail ou attendre un ami. La vie à bord des trains est elle aussi un spectacle permanent. Les wagons, d'abord tirés par des locomotives à vapeur bruyantes et crachant une fumée noire qui salissait les vêtements, sont un formidable lieu de brasse. Mais dans l'ombre de cette gloire, un rival grandissait. Un concurrent souterrain, silencieux, dont le nom même était une promesse de modernité, le métropolitain. L'idée d'un chemin de fer traversant Paris de part en part n'était pas nouvelle, mais elle s'était longtemps heurtée à des résistances farouches. L'État, qui contrôlait les grandes lignes nationales, voyait d'un mauvais œil un réseau local lui échapper. Les compagnies de fiacres et d'omnibus, puissantes, craignaient pour leur monopole. Et beaucoup de Parisiens, tout simplement, avaient tant peur de ce monde souterrain, l'imaginant insalubre, dangereux, voire démoniaque. Cependant, à la fin du XIXe siècle, la congestion de Paris est telle que la question devient inévitable. La ville étouffe. Les grands boulevards haussmanniens eux-mêmes sont saturés. L'exposition universelle de 1900, qui s'annonce comme la plus grande jamais organisée, sert de catalyseur. Il faut un moyen de transport capable de déplacer des foules immenses. Après des années de débats houleux, le projet de Fulgence Bienvenue et Edmond Huette est adopté. Un réseau souterrain, principalement électrique, suivant le tracé des grandes avenues. La guerre entre la ceinture et le métro est une guerre de philosophie. La petite ceinture est une ligne de contournement. Elle encercle la ville. Le métro, lui, est un réseau de pénétration. Il plonge au cœur de la cité. La ceinture est à l'air libre, offrant des vues, mais subissant les intempéries. Le métro est souterrain, aveugle, mais rapide et protégé. Surtout, le métro est pensé pour le voyageur pressé. Ses stations sont rapprochées, ses correspondances optimisées. Il incarne une nouvelle conception du temps, un temps urbain, fragmenté, où chaque minute compte. La petite ceinture, avec son rythme plus lent, ses détours, appartient déjà à un autre siècle. La compétition est inégale et le verdict populaire sans appel.
Le 20 juillet 1900, la première ligne du métro, la ligne 1, reliant la porte de Vincennes à la porte Maillot, est inaugurée. Le succès est phénoménal, instantané. Les Parisiens se pressent pour essayer ce nouveau mode de transport, fascinés par sa vitesse, sa propreté, sa modernité. Les rames électriques, éclairées, contrastent avec les locomotives à vapeur sale et bruyante de la ceinture. Année après année, le réseau du métro s'étend, tissant sa toile sous la ville. Chaque nouvelle ligne ouverte est un clou de plus dans le cercueil de la petite ceinture. Le déclin du trafic voyageur sur la ligne circulaire est vertigineux. En 1900, elle transportait encore plus de 24 millions de passagers. En 1929, ce chiffre est tombé à 7 millions. Les gares, autrefois si animées, se vident. Les salles d'attente deviennent des lieux fantomatiques. Les chefs de gare voient passer des trains presque vides. Les compagnies ferroviaires, regroupées au sein du syndicat de la ceinture, tentent désespérément de réagir. C'est une bataille perdue d'avance, mais une bataille menée avec l'énergie du désespoir. On lance un grand programme de modernisation. On électrifie une partie de la ligne, la section Auteuil, pour la rendre plus attractive. On met en service de nouvelles rames, plus confortables. On lance des campagnes de publicité vantant les charmes d'un voyage galère et à la lumière, en opposition directe avec le trou du métro. On essaie même de créer des services directs, reliant par exemple la gare du Nord à la gare de Lyon via la ceinture, pour concurrencer les taxis. Mais rien n'y fait. Le métro a gagné la guerre des habitudes. Il est devenu une évidence, un réflexe. La petite ceinture, elle, est perçue comme une relique, un service compliqué et obsolète. La crise économique de 1929 porte le coup de grâce. Le déficit d'exploitation devient abyssal. Maintenir en service une ligne de 32 km pour une poignée de voyageurs n'a plus aucun sens économique. La décision, longtemps repoussée, devient inévitable. Le 22 juillet 1934, après 72 ans de service, le transport de voyageurs est officiellement arrêté sur la grande majorité de la ligne. Seul un petit tronçon, la ligne d'Auteuil, entre Pont-Cardinet et Auteuil, continuera de fonctionner jusqu'en 1985 avant d'être intégré au RERC. Pour le reste, c'est le silence. Les grilles des 29 gares se ferment, les unes après les autres. Les employés sont mutés, les horloges s'arrêtent. Un silence assourdissant, presque irréel, s'abat sur les rails. Les riverains, habitués depuis des décennies au passage régulier des trains, à leurs sifflets, à leurs grondements, découvrent une nouvelle tranquillité, étrange et un peu mélancolique. La petite ceinture n'est pas morte pour autant. Du moins, pas tout à fait. Le service de marchandises, bien que réduit, continue. Quelques usines, les abattoirs de Vaugirard, des entrepôts, continuent d'être desservis. Des trains de fret, souvent la nuit, continuent de circuler sur certaines portions, fantômes d'une époque révolue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne connaîtra même un regain d'activité tragique, utilisée par l'occupant allemand pour ses propres besoins logistiques. Mais pour le grand public, pour la mémoire collective des Parisiens, la petite ceinture a cessé d'exister. Elle devient une anomalie dans le paysage urbain, une friche invisible. Les ponts rouillent, les gares sont murées, squattées, vandalisées. La végétation commence sa lente et patiente reconquête. La ligne entre dans une longue période de dormance, un sommeil de près d'un demi-siècle. Elle devient un royaume interdit, un territoire oublié, attendant l'heure de sa seconde vie, une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais que se passe-t-il quand un lieu si vaste, au cœur d'une des plus grandes villes du monde,
est abandonné à lui-même. Il ne meurt pas vraiment. Il se transforme. Il devient autre chose. Un royaume secret, un monde parallèle. Et c'est ce monde que nous allons explorer maintenant. Si vous êtes fasciné par ces histoires de lieux oubliés, n'oubliez pas de vous abonner à Écho de l'Oubli et d'activer la cloche, car notre voyage dans la mémoire des lieux ne fait que commencer. Pendant près d'un demi-siècle, la petite ceinture a sombré dans un oubli quasi total. Le service de marchandises, de plus en plus anecdotique, a fini par s'éteindre complètement au début des années 1990. La ligne était désormais totalement silencieuse, livrée à elle-même. Mais la nature, elle, n'oublie jamais. Profitant de l'absence de l'homme, du poison des désherbants et du bruit des trains, elle a entamé une lente, patiente et spectaculaire reconquête. Ce processus, que les écologues appellent la succession écologique, est fascinant. D'abord, les plantes pionnières, les plus robustes, ont colonisé le ballast, ce lit de cailloux qui soutient les rails. Des lichens, des mousses, puis des herbes folles, des coquelicots et surtout le Buddleia ou arbre à papillons, une espèce invasive mais tenace, ont formé un premier tapis végétal. Puis, transportés par le vent et les oiseaux, les graines d'arbres ont germé. Des bouleaux, des frênes, des érables, des robiniers ont pris racine, leurs troncs se faufilant entre les traverses de bois. En quelques décennies, une véritable forêt linéaire a vu le jour. Cet espace est devenu un sanctuaire pour la biodiversité, un corridor écologique d'une importance capitale. Dans une ville aussi dense que Paris, où les espaces verts sont fragmentés, la petite ceinture agit comme une autoroute pour la faune. Elle permet aux espèces de se déplacer, de se reproduire, d'échanger leur patrimoine génétique. Des études scientifiques ont recensé plus de 200 espèces de plantes et près d'1 millier d'espèces animales. On y trouve des dizaines d'espèces d'oiseaux, des faucons cresserelles qui nichent sur les viaducs, des chouettes hulottes dans les tunnels. On y croise des petits mammifères que l'on ne s'attendrait pas à voir à Paris, des renards, des fouines, des belettes, des hérissons. C'est un écosystème complexe et fragile, un trésor de biodiversité qui s'est développé à l'insu de tous, prouvant l'incroyable résilience de la nature. Et dans le sillage de cette nature sauvage, d'autres pionniers sont arrivés. Ceux qui cherchent l'ombre plutôt que la lumière, les marges plutôt que le centre, les cataphiles, ces explorateurs des carrières souterraines de Paris, ont trouvé dans les longs tunnels de la ceinture une extension naturelle de leur territoire. Les urbexers, ou explorateurs urbains, ont fait de la ligne un de leurs terrains de jeu favoris, bravant les interdits pour le frisson de la découverte et la beauté de la décadence. Mais ce sont surtout les graffeurs qui ont fait de la petite ceinture leur royaume. Les kilomètres de murs aveugles, les parois des tunnels, les façades des gares abandonnées sont devenus une toile infinie, une immense galerie d'art à ciel ouvert, en perpétuelle évolution. Des artistes de renommée internationale comme C215 ou Seth qui ont laissé leur empreinte aux côtés de milliers d'artistes anonymes. C'est un art de l'éphémère. Une fresque magnifique peut être recouverte en une nuit. C'est un dialogue, une compétition, une conversation qui dure depuis plus de 30 ans. Chaque graffiti est une voix, un cri, une trace humaine dans ce monde de silence. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la plus belle œuvre de street art que vous ayez jamais vue dans un lieu inattendu? J'aimerais beaucoup lire vos expériences.
Mais ce royaume secret, cet espace de liberté totale, ne pouvait rester indéfiniment à l'abri des convoitises. Dans une ville en perpétuelle quête d'espace, une friche de 32 km est un trésor inestimable. À partir des années 2000, la mairie de Paris, propriétaire de la ligne, a commencé à réfléchir sérieusement à son avenir. La question était d'une complexité inouïe. Que faire de cet héritage? Fallait-il préserver à tout prix ce sanctuaire de biodiversité? Fallait-il y voir une opportunité de créer de nouveaux logements ou des transports en commun? Fallait-il la transformer en un espace de loisirs, une High Line à la parisienne? Un débat passionné et parfois violent s'est engagé. D'un côté, les associations de protection de la nature qui plaidaient pour une sanctuarisation de la ligne. De l'autre, les partisans d'un retour du train qui y voyaient une solution pour désengorger la ville. Au milieu, les architectes, les urbanistes, les promoteurs, chacun avec son projet, sa vision. Le résultat de cette bataille est le paysage que nous connaissons aujourd'hui. Un patchwork complexe, un territoire fragmenté où coexistent des réalités très différentes. Depuis 2007, la ville a opté pour une stratégie d'ouverture au cas par cas. Plusieurs tronçons ont été aménagés en promenades publiques. Les voies ont été nettoyées, parfois même retirées, des chemins ont été tracés, des bancs installés. On peut désormais se promener légalement sur des portions dans le 12e, 13e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Parallèlement, de nombreuses gares ont été réhabilitées, souvent par des acteurs privés. La gare d'Auteuil est devenue un immense restaurant-terrasse. La gare de l'avenue de Saint-Ouen, rebaptisée Le Hasard ludique, est un lieu culturel bouillonnant. La gare d'Ornano abrite la recyclerie, un café-cantine axé sur l'écologie. À la station Pont de Flandre, la SNCF a elle-même ouvert Ground Control, un immense lieu de vie avec bar et food truck. La petite ceinture est devenue tendance, un argument marketing, un lieu de consommation branché. Mais cette réhabilitation a un coût. En nettoyant ces lieux, on a souvent effacé les traces de leur passé, les graffitis qui faisaient leur âme, la végétation sauvage qui faisait leur richesse. En voulant rendre la petite ceinture accessible à tous, on a parfois détruit ce qui la rendait unique, son caractère secret, sauvage et interdit. Aujourd'hui, la petite ceinture est un lieu de contraste saisissant. Un lieu où l'on peut passer en quelques mètres d'une promenade proprette et balisée, où des familles poussent des landaux, à une friche impénétrable, encore hérissée de barbelés et de panneaux danger de mort. Un lieu où les rires des enfants sur une aire de jeu couvrent à peine le grondement lointain d'un RER qui emprunte encore une petite portion de la ligne entre Rosa Parks et la porte de Clichy. Elle est le symbole parfait des contradictions de la ville contemporaine, écartelée entre son devoir de mémoire, ses impératifs écologiques et sa soif inextinguible de développement. La petite ceinture n'est plus tout à fait abandonnée, mais elle n'est pas non plus complètement ressuscitée. Elle est dans un entre-deux, un purgatoire de fer et de verdure. Son histoire n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire chaque jour sous nos pieds, dans le débat public, dans les projets à venir. Elle est un miroir tendu à la ville qui nous interroge sur ce que nous voulons faire de nos cicatrices, de nos friches, de nos mémoires. L'histoire de la petite ceinture nous rappelle que rien ne disparaît vraiment. Les lieux gardent en eux la mémoire de ce qu'ils ont été, des vies qu'ils ont brassées, des espoirs qu'ils ont portés. Si ce voyage dans le temps vous a plu,
montrez-le nous avec un like. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces histoires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain épisode où nous explorerons les murmures d'un sanatorium oublié, figé dans le temps depuis près d'un siècle. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez jamais de tendre l'oreille au silence. Il a tant de choses à raconter.